Néerlandais, entrepreneuriat, cosyglotte, vie perso. Aujourd'hui, je réponds à toutes tes questions sans filtre. Alors installe-toi confortablement parce que je t'emmène dans les coulisses de mon parcours. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Sylvie et je suis la fondatrice de Cosyglotte, une académie de néerlandais en ligne haut de gamme, pensée pour tous ceux qui veulent enfin réussir à parler néerlandais avec confiance et assurance. C'est parti pour cette 4e vidéo de ma chaîne YouTube. On va commencer avec la première question de Cléo. Que voulais-tu faire avant d'avoir ton académie? Alors il faut savoir que je n'ai jamais eu pour projet de lancer un jour mon académie, de devenir indépendante, ni même de donner cours de langue. Initialement, je voulais en fait devenir interprète et mon rêve c'était de travailler en tant qu'interprète au Parlement européen. C'est pour ça qu'en 2017, je me suis dirigée vers des études de traduction et d'interprétation à Mons, en néerlandais et en allemand. Et pendant les 2 premières années de ces études, j'étais vraiment déterminée et obstinée à atteindre cet objectif parce que je savais très bien que ça allait être compliqué puisque les études d'interprétation sont réputées pour être assez compliquées. Mais ça ne me faisait pas du tout peur. Et maintenant, je vais pouvoir enchaîner directement avec la deuxième question qui est très fortement liée. Jersey et Yael me demandaient comment as-tu eu l'idée de lancer Cosyglotte. Pour continuer mon parcours, en 2e à l'université, j'avais toujours cet objectif de devenir interprète. En 3e, j'ai eu l'opportunité de partir en Erasmus. J'ai pas été très loin puisque j'ai décidé d'aller à Anvers. Moi, je voulais vraiment perfectionner mon néerlandais qui était la première langue étrangère que j'avais commencé. Sauf que, et tu en as déjà peut-être très probablement entendu parler parce que j'en parle beaucoup, mon Erasmus ne s'est pas du tout passé comme prévu. Et en plus de ça, il y a eu un petit confinement qui s'est invité au programme qui n'était pas non plus prévu, ce qui a rendu mon année encore plus compliquée qu'elle ne l'était, et j'ai fini par tomber dans une période de burn-out et de dépression qui a duré très longtemps. Après mon Erasmus, je me suis dit que j'allais faire une petite année de pause parce que vraiment moralement ça n'allait pas du tout. Et après cette année de pause où j'en ai profité pour notamment travailler en tant qu'étudiante, j'ai décidé de plonger non pas dans un, mais dans 2 masters en même temps en pensant que j'étais guérie grâce à cette année de pause. Spoil alerte, ce n'était pas du tout le cas. Donc j'ai commencé le double master en me disant que ça pourrait être intéressant d'avoir aussi bien le master en traduction qu'en interprétation. Sauf que commencer 2 masters en même temps, ou même commencer interprétation alors que moralement tu es un véritable désastre, c'était probablement la pire idée que je puisse avoir. Cette année m'a donc encore plus détruite moralement, mais j'ai persévéré parce que je me suis dit, allez, il ne reste plus que 2 ans. En cours de première master, j'ai fini par arrêter interprétation parce que vraiment c'était plus possible, c'était beaucoup trop dur, beaucoup trop de pression et je n'arrivais plus à gérer. Sauf que si tu te rappelles, interprète c'était mon rêve initialement. Donc j'ai fini par en fait abandonner mon rêve qui de toute façon ne me donnait plus du tout envie. Je me suis donc retrouvée en master de traduction, sauf que moi, à aucun moment de ma vie, je voulais être traductrice. C'était vraiment quelque chose qui ne m'intéressait pas. J'ai réussi ma première master en traduction. Pendant l'été, je me suis dit que ça allait pas être possible. En fait, je suis arrivée à un point où je ne savais plus pourquoi je me levais le matin. Dès que je me levais, j'avais la boule au ventre. Je prenais aucun plaisir à l'université. Je prenais aucun plaisir à assister pendant des heures à des cours de traduction et à faire pendant des heures des traductions chez moi. Il y avait vraiment plus aucun sens dans ma vie. Je sais pas pourquoi je me levais le matin. Mais le problème, c'est que dans la société actuelle, ne pas prendre plaisir à faire quelque chose n'est pas un problème. Beaucoup de personnes vont te dire non mais continue en fait, il te reste encore 1 an, tu peux pas arrêter là. Alors que personne ne comprenait vraiment ce qui se passait dans ma tête. Le problème, c'est que j'ai l'impression que dans la société actuelle, la santé mentale, même si les choses changent, n'est toujours pas assez importante. Et beaucoup de personnes vont te dire oh mais dis mort sur ta chic, il reste plus qu'1 an. Sauf que personne ne comprenait que j'avais plus de chic, j'avais déjà tellement mordu dessus que c'était genre plus possible. Pendant l'été, j'ai essayé de faire comprendre à mes parents que j'allais arrêter parce que vraiment c'était plus possible, sauf qu'ils m'ont dit de continuer parce qu'il ne restait plus qu'1 an et que ça allait aller. Je les ai écoutés et du coup j'ai commencé ma Master 2 en me disant allez, cette année c'est la dernière, je vais pouvoir le faire. Évidemment, il n'a pas fallu 3 semaines pour que je me brûle à nouveau les ailes et que je me rende compte que non, ça n'allait vraiment pas le faire. Je me suis retrouvée à nouveau dans mon lit en me disant mais
Je ne peux pas, genre mon corps ne peut pas aller à l'université, c'est tellement devenu un enfer. Surtout qu'en plus de ça, pendant que j'étais à Anvers, durant mon Erasmus qui se passait très mal, j'ai pas vraiment eu beaucoup de soutien de la part de mon université, ce qui a été très dur et ce qui a aussi été très dur pour moi de revenir dans cette université qui m'a un peu laissé tomber pendant un an. Donc moralement, c'était plus possible. Sauf qu'évidemment, je suis pas stupide, je me suis dit, je peux pas arrêter un master sans savoir ce que je veux faire derrière. Genre, y a pas moyen. Et donc, en fait, ça faisait déjà plusieurs semaines, voire plusieurs mois, que j'avais un petit calepin dans lequel je notais des idées de choses à faire, de ce que j'allais faire de ma vie. J'avais noté, par exemple, donner des cours, traduire des textes de temps en temps, faire du sous-titrage, en fait, toucher un petit peu à toutes les activités liées aux langues. Mais le problème, c'est que je voulais pas m'enfermer dans une seule activité, je voulais vraiment toucher à tout. Et c'est là qu'un jour, en octobre 2022, si je me rappelle bien, j'ai relu ce bouquin et en tournant les pages, j'ai vraiment eu ce déclic, une sensation que je n'avais plus connue depuis des années, cette sensation de je sais à nouveau ce que je veux faire de ma vie. Et ce jour-là, en fait, j'ai eu l'idée de créer un endroit où je toucherais à toutes les activités liées aux langues. Et donc initialement, Cozyglot, ça devait être un énorme projet qui lirait aussi bien la traduction, le sous-titrage, la correction de texte, l'enseignement, l'interprétation, etc. Mais comme tu le sais probablement, le projet a bien évolué depuis, puisque à partir du moment où j'ai commencé à enseigner la langue, je me suis rendu compte que j'adorais ça. Et au final, je me suis rendu compte que j'étais peut-être prédestinée pour ça, puisque durant les dernières années de mes études, j'ai vraiment été dégoûtée des langues étrangères, mais à un point où j'étais même plus capable de prononcer une seule phrase tellement les langues me répugnaient, alors que les langues ont toujours été une véritable passion chez moi. Je ne prenais absolument plus aucun plaisir à apprendre, à progresser dans cette langue. Et en créant Cozyglot, avec un apprentissage beaucoup plus ludique, beaucoup plus adapté à chaque personne, un apprentissage aussi à ma manière. J'ai repris plaisir à apprendre des langues étrangères et notamment à le néerlandais. Et ce qui fait que maintenant, à nouveau, ma passion n'a plus aucune limite. Je vais peut-être en profiter maintenant pour répondre déjà à une troisième question qui était pourquoi j'ai décidé d'appeler mon entreprise Cozyglot. En fait, je voulais mettre mon prénom dans le nom de mon entreprise, mais sans tomber dans apprendre le néerlandais avec Sylvie, qui était un petit peu trop basique. Selon moi, je voulais quelque chose un peu plus original. Il m'a pas fallu très longtemps en fait pour trouver ce nom, puisque j'ai repris le calepin dont je parlais juste avant, et j'ai commencé à écrire quelques ébauches de noms, et au final, je suis très vite tombée sur Cozyglot, que j'ai adoré, puisque dans Cozyglot, on a Cozy qui rappelle cette valeur très importante chez Cozyglot qui est la convivialité. Je veux absolument que ça soit convivial. D'ailleurs, je le dis généralement à toute personne qui vient me parler sur les réseaux, il n'y a pas de vouvoiement, on se tutoie. Il n'y a pas de je suis la prof, tu es l'élève. Non, on est tous les deux au même niveau. Moi, je suis juste là pour t'aider à atteindre le niveau que j'ai en néerlandais et même à le dépasser un jour. Je suis là pour t'aider à passer au-dessus des obstacles que moi-même j'ai rencontrés pendant mon apprentissage. Je suis là pour t'aider à prendre goût ou reprendre goût dans l'apprentissage du néerlandais. Je suis là pour t'aider à te motiver, à te booster quand tu as envie de tout arrêter. Et surtout, je suis là pour te montrer que si j'y suis arrivée, tu peux le faire aussi. Donc bref, la convivialité, vraiment une valeur tellement importante pour moi. Ensuite, dans Cozy, on a aussi si. Co pour Coppens, qui est mon nom de famille, et Si pour Sylvie, qui est mon prénom. Donc on a les deux premières lettres, ce qui fait que finalement j'ai quand même mon prénom de manière assez subtile dans le nom de mon entreprise. Et puis évidemment la partie glot, qui vient du grec glotta, glottai, et qui veut dire la langue. Donc tout ça ensemble a fait que je me suis dit que ce nom était parfait, et il a vraiment résonné en moi. Passons à la question maintenant d'Océane. As-tu le projet un jour d'ouvrir ton école physique? Genre méga intéressant comme question. À l'heure actuelle, non, ce n'est pas le cas parce que je me rends déjà compte que être entrepreneur en Belgique, ce n'est pas toujours facile financièrement. Donc déjà, travailler depuis chez moi, c'est pas facile. Donc si je me dis qu'en plus de ça, j'avais des frais d'une école physique, ça sera encore plus compliqué. Je veux vraiment pouvoir rester un maximum en ligne parce que un de mes objectifs dans ma vie, c'est de voyager absolument quand et où je veux. Et le fait d'avoir une activité en ligne va vraiment me permettre de réaliser ce rêve tout en travaillant. Parce que j'ai toujours été quelqu'un qui adore travailler.
Cependant, j'ai tout de même pour projet cette année d'organiser ma première journée immersion pour pouvoir rencontrer dans la vraie vie mes étudiants et aussi potentiellement d'autres personnes de la communauté. Si ça se passe bien, on passera peut-être un jour à des week-ends ou des semaines immersion. Et effectivement, peut-être qu'un jour, peut-être que dans 5, 10 ans, j'ouvrirai une école physique. Qui sait? Seul l'avenir me le dira. Alors, Nicolas m'a ensuite demandé pourquoi le néerlandais. Je trouve ça aussi vraiment une question intéressante. Alors, il faut savoir j'ai commencé le néerlandais en troisième primaire et contrairement à beaucoup de personnes, je suis directement tombée amoureuse de la langue néerlandaise. En fait, j'étais déjà tellement excitée à l'idée d'apprendre une langue étrangère, je trouvais ça incroyable que j'étais déjà surmotivée avant même d'avoir mon premier cours et ce qui a fait que je suis restée constamment motivée tout au long de mes études pour la langue néerlandaise. J'ai vraiment pris du plaisir à maîtriser et à progresser dans cette langue. En plus de ça, on va pas se mentir, en Belgique, c'est quand même une langue relativement importante. Si tu as pour projet évidemment de rester en Belgique ou d'aller vivre aux Pays-Bas par exemple. Et je me suis rendu compte que ça peut vraiment ouvrir un tas d'opportunités sur le marché, notamment professionnel. Quand j'écoute un petit peu autour de moi les personnes qui sont dans le salariat, le nombre de personnes qui me disent ah, si seulement j'avais le néerlandais, je pourrais avoir une promotion, ou même d'autres personnes qui ont un job de rêve qui se situe en Flandre, ou un job de rêve pour lesquels ils auraient besoin de maîtriser la langue. Donc selon moi, en Belgique, il est tellement primordial de maîtriser un minimum le néerlandais. Je dis pas qu'il faut être bilingue, qu'il faut le parler parfaitement, loin de là, mais juste d'avoir un minimum les bases. Et puis, j'ai toujours été quelqu'un qui, lorsque je voyage, j'apprends toujours un minimum les bases avant d'aller dans le pays. Par exemple, il y a quelques années, j'ai été à Prague, donc j'ai suivi quelques cours de tchèque pour au moins pouvoir dire bonjour, au revoir, merci, combien ça coûte, et ce genre de choses. Ce ne sont généralement pas des choses très compliquées, mais selon moi, c'est un petit plus. Ça montre à la personne que tu fais un effort pour elle. Et aussi, on va pas se mentir, il y a toujours un petit peu cette rivalité entre flamands et wallons, disons. Et j'entends très souvent, les wallons, ils font jamais d'efforts quand ils vont en Flandre, et c'est quelque chose qui m'énerve. Et je sais qu'à mon échelle, je vais pas changer la face du monde, mais si au moins je peux permettre à plusieurs wallons de se sentir à l'aise à l'idée d'aller en Flandre et de parler néerlandais, de d'oser parler néerlandais face aux flamands, je suis la meuf la plus heureuse de l'univers. Et peut-être aussi, je revois la question, peut-être aussi un dernier point qui me touche beaucoup, c'est que j'entends très souvent «Oh, le néerlandais c'est moche, c'est compliqué, j'y arriverai jamais». Alors que selon moi, j'ai vraiment touché à beaucoup de langues dans mes études, mais selon moi, le néerlandais reste la langue la plus facile à apprendre si on te l'apprend correctement et surtout si on te l'apprend avec une manière qui te correspond. Enfin voilà, le néerlandais restera toujours numéro un dans mon cœur. Ensuite, on change un petit peu de sujet. Bintou qui me demande comment être entrepreneuse en Belgique. Ça, c'est aussi une bonne question parce que comme je t'avais dit, je n'ai jamais eu pour projet de devenir entrepreneuse ou indépendante. Donc le jour où j'ai eu l'idée de Cozyglot, je me suis dit mais comment je vais faire ça? Vraiment, je ne sais pas du tout. J'ai commencé à chercher des formations en ligne, mais il faut savoir que j'avais pas un porte-monnaie sans fond, donc j'avais un budget assez serré. Donc j'avais commencé à répertorier des formations avec leur prix, sauf que moi je déteste prendre des décisions, donc j'étais en panique en me disant je suis sûre que je vais prendre la mauvaise décision. Et au final, après plusieurs heures de recherche, j'ai fini par tomber sur la formation Je monte ma boîte à l'IFA PME, notamment de Mons. Et cette formation, elle est gratuite. Et là, je me suis dit, généralement, quand c'est gratuit, c'est pas très qualitatif. Vraiment une énorme croyance limitante. Mais je me suis dit, ça me coûte rien d'essayer. En plus, c'était une formation très intense puisque c'était 150 heures. Et cette formation, je l'ai testée et je l'ai adorée. On a vraiment comme construit mon projet étape par étape. Donc déjà, je suis arrivée avec ma première idée, comme je te l'avais dit, de créer une activité qui toucherait à tous les domaines liés aux langues. Et le premier module, on a d'abord vu, est-ce que j'ai ce qu'il faut pour être entrepreneuse? Est-ce que, genre, c'est quelque chose qui va vraiment me plaire? Ensuite, on a commencé à regarder le plan financier. Est-ce que financièrement c'est possible? Puis on a commencé à créer le business plan. Quel service est-ce que je veux proposer? Quel est mon public cible? Comment je veux en parler? On a aussi parlé de la stratégie de communication, avec quel réseau je vais utiliser. Comment bien utiliser les réseaux pour qu'ils soient au service de ton business, etc., etc. Franchement, j'ai adoré ces mois passés à l'IFA PME et je peux te dire que même si c'est gratuit,
ça a été une des formations les plus qualitatives que j'ai pu avoir. Et au final, par la suite, j'ai appris que la formation n'était pas gratuite, mais subsidiée par la région wallonne. Et tous ces modules, ils étaient donnés par des entrepreneurs qui, eux, avaient déjà effectivement, qui avaient de l'expérience et qui avaient déjà créé leur business. Je sais que cette formation, elle existe dans plusieurs centres IFA-PME de Wallonie, donc n'hésite pas à m'envoyer un petit message ou te renseigner directement sur leur site. Mais si tu as pour projet de devenir entrepreneuse, franchement, fonce. Ensuite, deuxième chose, niveau un peu plus administratif, tu dois aller t'inscrire à la Banque Carrefour des entreprises, si je me rappelle bien, pour avoir un numéro d'entreprise. Et avec ce numéro d'entreprise, tu vas pouvoir travailler légalement en tant qu'indépendante en Belgique. À côté de ça, j'essaye de me rappeler, je pense que niveau paperasse, c'était tout. Dès le début, j'ai eu un numéro TVA, donc tu n'es pas obligé de commencer directement avec de la TVA, mais donc j'ai aussi dû faire la demande pour avoir ce numéro TVA. Et puis, il n'y avait plus qu'à me lancer. Il faut savoir que je me suis lancée en tant que personne physique, donc pas en tant qu'entreprise. Je dis toujours Cosiglotte, c'est mon entreprise, mais ça reste une personne physique, donc pour le moment, je suis Cosiglotte. Par contre, si tu veux directement lancer une entreprise, là, il y a un petit peu plus de paperasse, mais je ne saurais pas vraiment t'expliquer puisque je ne l'ai pas fait moi-même. Donc ça, je t'invite plutôt à directement te renseigner auprès d'une personne qui serait plus apte à répondre à cette question. Et alors peut-être un conseil aussi si jamais tu veux être indépendante, n'attends pas que ton projet sera parfait parce qu'il ne sera jamais parfait. Et puis pour être tout à fait honnête avec toi, comme je te l'ai dit au début de cette vidéo, mon projet de base, il était totalement, en grande partie différent de ce que je propose à l'heure actuelle. Et si je n'avais pas commencé à donner des cours, je n'aurais jamais pu savoir que c'est ça qui me faisait vraiment vibrer et que je voulais me concentrer exclusivement dans l'enseignement. Et en plus de ça, tu as beau créer sur papier des services, tant que tu ne les testes pas auprès des clients, sur un marché réel, tu ne sauras jamais savoir si ce que tu proposes est bien et véritablement adapté. Et justement, à force de le proposer, à force de le tester, tu pourras de plus en plus l'adapter pour que ça devienne potentiellement un service qui plaira à énormément de personnes de ton public cible, évidemment. Voilà, si jamais tu as d'autres questions plus précises par rapport à ça, n'hésite surtout pas à m'envoyer un petit message. Alors, question aussi que j'adore d'Amélie, quelle langue apprends-tu en ce moment et lesquelles aimerais-tu commencer? Alors là, c'est vraiment the question parce que j'adore les langues étrangères. Donc, à l'heure actuelle, évidemment, j'ai un niveau C1 en néerlandais et je continue de suivre des cours, de participer à des tables de conversation, d'apprendre plein de choses en vivant en Flandre et en parlant néerlandais tous les jours pour, je l'espère, un jour arriver au niveau C2. Mais plus j'avance en néerlandais, plus je vois ce niveau C2 s'éloigner, tellement il y a encore plein de choses à apprendre. Vraiment, c'est interminable une langue, chose qui est logique puisque même dans notre langue maternelle, on continue d'apprendre souvent des mots de vocabulaire ou parfois on revoit des points de grammaire dont on avait totalement oublié l'existence. Donc c'est tout à fait logique, mais dans une langue étrangère, je trouve ça très frustrant. Donc, j'ai vraiment du mal à dire que je suis bilingue néerlandais alors que je parle néerlandais absolument tous les jours de ma vie, mais j'ai du mal à dire ça, pourquoi? Parce que j'ai pas ce niveau C2. Mais avec mon niveau C1, je sais quand même me débrouiller évidemment 95% du temps. Ensuite, j'ai recommencé à prendre des cours d'anglais il y a quelques années, donc je me débrouille en anglais. C'est clairement pas la langue dans laquelle je me sens le plus à l'aise, évidemment. Je fais encore beaucoup de fautes, mais je me débrouille et j'arrive à tenir des conversations, c'est le plus important. Je pense que sur papier, je dois avoir un niveau B2 pour te donner une petite idée. Comme je te l'ai dit en début de cette vidéo, j'ai suivi des études de traduction et interprétation en néerlandais et en allemand. Donc en allemand, je n'ai plus jamais touché à cette langue depuis mes études, donc mon niveau a clairement dégringolé, mais je pense qu'à l'heure actuelle, j'arriverai encore à me débrouiller avec dans des petites conversations assez simples du quotidien. Et pour ça que je pense que je dois encore avoir un niveau A2. Surtout que comme j'ai un bon niveau en néerlandais, le néerlandais et l'allemand c'est quand même assez proche, donc ça permet un peu de s'aider dans les deux langues. À côté de ça, il y a quelques années, j'avais commencé notamment le polonais. J'avais suivi 4 semaines de cours intensifs, ce qui m'avait permis d'arriver au niveau A1, dont j'étais très fière. Mais à nouveau, je n'ai plus progressé depuis. Il faut savoir que j'ai toujours adoré apprendre les langues étrangères, mais je n'ai jamais eu ce don comme certaines personnes. Genre moi, si je pratique pas, j'oublie tout. Et surtout, quand j'apprends une langue étrangère, je n'ai jamais de facilité en mode oh, c'est bon, après 2 semaines, je suis déjà capable de parler, comme certaines personnes que j'envie énormément ont. Non, non, vraiment pas. Pour te donner un petit aperçu de toutes les langues auxquelles j'ai touché, quand j'étais en primaire, j'ai fait un peu d'italien. Euh, En secondaire, latin, grec ancien, comme beaucoup de personnes. J'avais fait un peu d'espagnol par moi-même. J'avais essayé d'apprendre l'arabe par moi-même jusqu'à ce que je commence à apprendre l'alphabet dans le mauvais sens.
Erreur de débutant, j'étais très jeune. À l'université, j'ai donc pris allemand, néerlandais. Qu'est-ce que j'ai rajouté? En Erasmus, j'ai ajouté le russe, mais ça a été très compliqué puisque mon Erasmus a été très compliqué, donc je n'étais pas propice à apprendre une langue étrangère. Donc j'avais fait un an de russe, donc je pense que normalement à la fin de l'année, je devais au moins avoir un niveau A1, mais à nouveau j'ai tout oublié. Mais j'ai quand même encore quelques bases qui restent puisque je donne des cours de français à un russe et parfois j'arrive à faire des liens avec sa langue maternelle, ce qui aide, donc ce n'était pas inutile. Ensuite, j'ai commencé le polonais, j'ai commencé le grec moderne, mais pas très longtemps. J'ai fait un peu de chinois, mais ça a été très compliqué. J'ai suivi quelques cours de tchèque pour aller à Prague notamment. J'ai suivi quelques cours d'albanais pour aller à Tirana. Albanais, clairement une langue très compliquée que je n'ai pas du tout su rattacher avec une autre langue. J'ai fait un petit peu de portugais sur Duolingo avant d'aller au Portugal, mais ça c'était vraiment pas une langue qui m'intéressait. J'ai fait un petit peu de japonais sur Duolingo aussi. Donc comme tu peux le voir, je touche un petit peu à tout, mais ça ne me sert pas à grand chose puisque j'ai pas vraiment de niveau dans les autres langues. Ça me permet juste de comprendre plus facilement comment une langue fonctionne. Ici, je me suis un peu calmée et je me suis dit que j'allais me concentrer sur une langue chaque année, sans pour autant oublier les précédentes. Donc le néerlandais, je continue de la pratiquer régulièrement. L'anglais, je regarde toutes mes vidéos YouTube, toutes mes séries, mes films en VO, donc généralement en anglais. Je lis beaucoup en anglais. Et cette année, j'ai décidé de me concentrer sur l'espagnol. Donc je voulais prendre des cours dès le début d'année, mais ça n'a malheureusement pas été possible. Donc j'ai essayé de travailler un peu par moi-même, mais c'est jamais la même chose quand on fait par soi-même. Mais ici, là, au moment où je tourne cette vidéo, je vais enfin pouvoir commencer très bientôt des cours d'espagnol. Donc j'espère atteindre un bon niveau d'ici la fin de l'année pour pouvoir me débrouiller au quotidien puisque je vais très régulièrement en Espagne. Et l'année prochaine, je me remettrai très probablement à l'allemand, mais ça sera pour l'année prochaine. Alors, une nouvelle question intéressante de Jersey et Yael qui ont eu les mêmes idées de questions. Si tu devais donner le conseil ultime pour apprendre sérieusement une langue étrangère, lequel serait-ce? Waouh, là il y a tellement de choses à dire. Le problème c'est que je pense pas qu'il y ait vraiment de conseils universels parce que tout va dépendre de comment tu apprends une langue, à quelle vitesse, quelles sont tes difficultés, est-ce que c'est ta première langue étrangère ou est-ce que c'est ta quatrième langue étrangère, combien de temps tu disposes par semaine pour apprendre la langue. Donc c'est un petit peu compliqué, mais je pense quand même de manière générale c'est de se créer un environnement immersif. Ce que je veux dire par là, donc que ça soit pour le néerlandais, l'anglais, c'est de commencer par une simple étape déjà, c'est de mettre ton téléphone en néerlandais, en anglais ou peu importe. Bon, si tu débutes par exemple en japonais, je ne te conseillerais pas de mettre directement ton téléphone en japonais, mais généralement pour le néerlandais et l'anglais, on a de toute façon quelques bases, donc il n'y a pas encore trop de problèmes. Mais rien que de mettre ton téléphone en néerlandais, par exemple, on va prendre ici fatalement l'exemple du néerlandais, tu vas d'office être confronté tous les jours inconsciemment à la langue. Et tu vas déjà retenir quelques petits mots qui peuvent toujours être utiles ou des petites phrases par-ci par-là. Ensuite, essaye de regarder des émissions, des films, des séries en néerlandais. Et si jamais, parce que je suis la première à aimer particulièrement les films en anglais, ce que je fais alors c'est que j'essaye de mettre les sous-titres en néerlandais. Bon, si tu ne maîtrises pas l'anglais et pas bien le néerlandais, ça va pas t'amener loin, mais si par exemple tu regardes une série en français, tu pourrais très bien mettre les sous-titres en néerlandais parce qu'on sous-estime vraiment la puissance des sous-titres. Juste de mettre des sous-titres, tu vas d'office les regarder et tu vas parfois faire des liens entre ce qui est dit en français et comment ça a été traduit en néerlandais. Tu vas retenir par-ci par-là des petites expressions, des petits mots utiles. Tu vas par exemple entendre une expression en français, tu vas dire: «Oh mais attends, ça serait génial que je la connaisse en néerlandais». Tu mets sur pause, tu regardes comment ça a été traduit, tu vérifies la traduction parce que parfois les sous-titres sont légèrement différents puisqu'ils sont contraints par un nombre de caractères et tu prends note. En plus, à nouveau, j'en parlais dans une de mes vidéos précédentes, mais on a vraiment cette chance de vivre en Belgique. Donc on a beaucoup de sites bilingues et surtout on a accès à tout le catalogue flamand. Je veux dire, si tu vis en Belgique, tu peux par exemple t'inscrire sur VTM Go, qui est un site de streaming gratuit. Tu peux t'inscrire gratuitement pour regarder des émissions, des films, des séries, notamment néerlandophones. Essaye de lire, par exemple, tous les jours en néerlandais, un article de presse. Si tu as un livre qui traîne dans une armoire, essaye de lire quelques lignes. Ça ne doit pas être 10 pages, enfin, ça peut être simplement quelques lignes. Tu pourrais aussi écrire chaque matin quelques phrases en néerlandais ou à la fin de ta journée pour résumer un petit peu ta journée en néerlandais. Le fait d'écrire, tu verras qu'à force, ça va devenir de plus en plus fluide et aussi ça va te permettre de chercher notamment du vocabulaire qui va vraiment être méga utile puisque c'est potentiellement quelque chose que tu as fait dans ta journée. Donc que tu aurais pu totalement expliquer à un flamand
vraiment si tu avais dit comment s'est passée ta journée. Suis des comptes néerlandophones sur les réseaux sociaux. Enfin voilà, il y a encore plein de choses à faire, mais crée-toi vraiment cet environnement immersif pour que tu ne sois pas obligé de faire de l'immersion et que tu sois quand même confronté tous les jours à la langue. Je dis pas qu'en faisant que ça, tu vas devenir bilingue, mais ça va vraiment commencer à te permettre de baigner constamment dans la langue. Et à côté de ça, si tu suis des cours, si tu apprends le néerlandais par toi-même, si tu participes à des tables de conversation, si tu parles dès que tu peux avec un néerlandophone, tu vas progresser vraiment à une vitesse VV'. Ensuite, Jerdy m'avait demandé, as-tu démarré l'aventure Cosiglotte directement après tes études? Mais du coup, j'ai répondu à cette question puisque oui, j'ai arrêté même mes études pour lancer Cosiglotte. Une autre question intéressante, comment as-tu rencontré ton fiancé? Puisqu'il faut savoir que mon fiancé est flamand et j'en avais déjà parlé aussi. C'est notamment grâce à lui que je m'en sors si bien en néerlandais puisque le jour où je l'ai rencontré, je me suis dit, il faut absolument que je lui parle tous les jours en néerlandais, que je me force même si c'est difficile. Et du coup, comment je l'ai rencontré, c'est pas très romantique, je l'ai simplement rencontré sur Tinder pendant mon Erasmus, vraiment le genre d'application que je m'étais dit que jamais dans ma vie je l'installerais, mais le confinement a eu raison de moi. Je l'ai installé, on a matché le soir même, le samedi on se voyait, et voilà, notre histoire a commencé comme ça. Ensuite, Alan me demande pourquoi on dit que la grammaire flamande est différente du néerlandais standard. Alors la grammaire n'est pas différente, c'est la même chose. La différence par contre, c'est au niveau de l'accent et parfois au niveau du vocabulaire. Ce que je prends en comparaison généralement, au niveau de l'accent, la différence est aussi importante selon moi que la différence entre le français de Belgique de France et le français du Québec. On a vraiment un monde de différence au niveau de l'accent. C'est pareil entre la Flandre et les Pays-Bas, l'accent c'est totalement autre chose. Le flamand est beaucoup plus doux, je trouve. Après, c'est subjectif. Au niveau du vocabulaire, par contre, on peut plutôt comparer ça à la différence entre la Belgique francophone et la France. On peut tout à fait se comprendre sans souci, mais on a quelques mots différents, comme par exemple 90, 90, ben voilà, il y a ce genre de différence aussi entre le flamand et le néerlandais. Mais je pense que la principale difficulté réside vraiment au niveau de l'accent. Mais voilà, j'espère que ça répond à ta question, mais donc il n'y a pas de différence au niveau de la grammaire, ça reste vraiment la même chose. La seule grosse différence aussi, c'est qu'en Flandre, bon, aux Pays-Bas, il y a aussi des dialectes, mais en Flandre, il y a encore plus de dialectes. Et c'est ça qui rend le néerlandais parfois très compliqué, parce que tu apprends le néerlandais standard à l'école, qui est très important, mais une fois que tu arrives sur place, tu te rends compte qu'ils parlent totalement différemment. C'est généralement lié au dialecte ou à ce qu'on appelle la Tussental. Donc on a le néerlandais standard, on a les dialectes là, et on a la Tussental entre les deux. C'est vraiment la langue parlée spontanément par la majorité des Flamands. Et c'est pour ça d'ailleurs que dans mes cours, on en parle très souvent, dans mes cours, dans mes lives, on en parle très souvent de ce néerlandais véritablement parlé, puisque moi-même quand je suis arrivée en Flandre, ou quand j'ai rencontré mon compagnon, il y a des fois, il y a eu vraiment des problèmes de communication, on va pas se mentir. Donc c'est ça, et si tu me suis sur Instagram notamment, je partage très souvent en story mes nouvelles découvertes. On va encore faire deux questions. Quelle est ma plus grande fierté avec Cosiglotte jusqu'à aujourd'hui? Je dirais vraiment de ne pas avoir baissé les bras. Parce que déjà, avant de lancer Cosiglotte le 10 juillet 2023 pour être précise, j'ai travaillé pendant des mois notamment à l'IFA-PME pour évoluer et amener mon projet là où je voulais. Et une fois que j'ai lancé, je me suis dit, j'ai posté ma petite story en mode ça y est, c'est officiel, Cosiglotte est lancé. Et il s'est rien passé. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je dois faire? Je comprends pas. Et donc j'ai longtemps essayé d'être active sur les réseaux, de trouver des clients, et ça n'a clairement pas été facile. On va pas se mentir. J'ai trouvé ma première cliente parce que j'ai fait un concours. Et d'ailleurs, grâce à ça, elle a repris des cours. Mais après ça, ça a seulement été en mai de l'année dernière, donc en mai 2024, que j'ai commencé à avoir des clients récurrents. Toujours pas assez pour me permettre de vivre confortablement, mais c'est pas grave. Voilà, pour moi c'est déjà suffisant. Et là aujourd'hui, je commence enfin à récolter les résultats de tous mes efforts que j'ai mis en place ces dernières années. Donc vraiment, si tu regardes cette vidéo, si tu es indépendante ou peu importe ce que tu fais dans la vie, ne baisse jamais les bras. Sauf évidemment si tu n'es plus aligné avec ce que tu fais, mais ça c'est un autre sujet. Mais si vraiment ce que tu fais te passionne et tu le sens au fond de toi que tu es destiné pour ça, ne baisse pas les bras, je te l'assure. Et dernière question, quelle est l'erreur la plus fréquente que je vois chez les personnes qui apprennent une langue étrangère, ou du coup le néerlandais dans mon cas? Alors, typiquement, ce que je remarque très souvent, ce sont des personnes qui vivent par exemple en Wallonie, qui veulent se remettre au néerlandais ou apprendre la langue et qui pensent y arriver par elles-mêmes.
Le problème, c'est qu'elles ne sont jamais en contact avec des néerlandophones, absolument jamais, ou jamais en contact avec des personnes qui parlent néerlandais. Elles n'ont plus appris le néerlandais depuis très longtemps, elles ne savent pas par où commencer, et quand même elles sont persuadées qu'elles vont y arriver par elles-mêmes. Alors je dis pas que c'est impossible, loin de là, mais quand même les chances d'y arriver sont très 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 faibles. Pourquoi? Parce que, ok, tu vas trouver en ligne pas mal de contenu gratuit pour notamment apprendre du vocabulaire, améliorer ta grammaire, mais à quoi ça sert si tu ne tiens jamais une conversation avec quelqu'un qui parle néerlandais? Comment tu vas faire pour améliorer ton expression orale, pour te sentir plus à l'aise à l'idée de parler? Comment tu vas faire pour apprendre de tes erreurs si personne ne corrige jamais tes erreurs? Alors je sais que parfois il y a cette question de budget, du fait oui mais j'ai pas l'argent et je comprends tout à fait, j'ai été transparente aussi, je l'ai dit, je voulais prendre des cours d'espagnol enfin, déjà depuis janvier mais c'était pas possible pour moi financièrement, c'est ok donc j'ai commencé par moi-même évidemment, je dis pas qu'il faut rien faire par soi-même, mais à un moment c'est très bien, je connais pas mal enfin je connais déjà du vocabulaire mais j'ai jamais fait de phrase vraiment avec ce vocabulaire. Ou je fais des petites phrases de temps en temps, mais genre ça devient pas spontané puisque je les utilise jamais. Donc si c'est ton cas à l'heure actuelle, commence toute seule. Je dis vraiment, enfin je dis pas qu'il faut pas le faire, hein, mais à un moment, dès que tu pourras te le permettre, fais-toi accompagner. Ou par contre, si tu es entouré de flamands, de néerlandophones autour de toi, profites-en pour parler néerlandais dès que tu peux, vraiment. Mais si t'as personne autour de toi qui maîtrise la langue, fais-toi accompagner. Vraiment, t'iras beaucoup plus vite. Ok, waouh, cette vidéo a duré plus longtemps que je ne pensais. J'ai répondu à toutes les questions. Donc, je referai de toute façon une prochaine FAQ dans les mois à venir, hein, si jamais j'ai d'autres questions qui arrivent. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner pour plus de contenu, à écrire un commentaire sous cette vidéo avec ce qui t'a le plus surpris. Et on se retrouve dans 2 semaines pour la prochaine vidéo sur cette chaîne YouTube. Tot snel bij Cozyglot.